Merci à vous tous qui nous recevez 5 sur 5 chez vous. Vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM et nous avons deux invités avec nous, deux confrères bien sûr. Mais d'abord, Ildefonse Akbaki, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joshua. Théophile Adaleté, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, week-end plein d'élections en Afrique, que ce soit en République du Congo, Congo-Brazzaville bien évidemment, que ce soit au Bénin, au Niger, au Sénégal, il y a eu des élections. Mais Ildefonse Akbaki, nous allons parler du Bénin dans un premier temps. Avez-vous été surpris de la victoire de Patrice Talon? Non, je ne suis pas du tout surpris, puisque j'ai suivi à la lettre ce qui s'est passé dans ce pays voisin du Togo où nous y allons chaque fois. Je ne suis pas du tout surpris. Théophile? Je ne suis pas non plus surpris de cette victoire de Patrice Talon, surtout qu'il y avait, je dirais pas trop, mais toute une large coalition. Vous pouvez vraiment décanter la situation. Je crois que il est encore appelé le candidat de la rupture comme on le dit. Et c'est sans surprise qu'il soit aujourd'hui élu président de la République. Et c'est sans surprise qu'il soit élu, mais beaucoup de facteurs auraient milité en sa faveur. Est-ce à dire c'est tous ceux-là qui se sont regroupés tout au sein de la coalition de la rupture qui auraient favorisé son élection ou bien il y aurait eu d'autres facteurs? Non, d'abord, a priori, c'est cela. C'est cette coalition qui a quand même favorisé. Parce que quand vous voyez même tout au premier tour, ce qui s'est passé déjà, Sébastien Ajavon avec... Déjà, quand je vous prends d'abord Sébastien Ajavon qui est arrivé au premier tour, qui est arrivé en 3e place au premier tour, je vous promets qu'il a même battu Lionel Zisso. C'est-à-dire qu'il y avait assez quand même de populations qui ont voté pour lui lors du premier tour. Et avec la suite de tous ceux qui sont ralliés à tout cela, ne pouvait que booster aujourd'hui le résultat de ce qu'on a. Donc c'est sans surprise vraiment. Oui, mais quand même, Ildefonse Akbaki, c'est vrai, Lionel Zinsou n'a pas démérité non plus. Mais quand même, il y a beaucoup de facteurs qui ont été aussi en sa défaveur. Autrement dit, le ralliement des uns des autres derrière ou bien à Patrice Talon. D'abord, pour répondre à cette question, permets-moi de saluer le patriotisme du peuple béninois. Vous savez que ce peuple a toujours fait montre de sa maturité, surtout en démocratie. Le peuple béninois et le Bénin sont de véritables exemples de démocratie. Je salue l'acte posé par le candidat malheureux Zinsou. Ça montre sa grandeur d'esprit. Oui. Vous savez que M. Zinsou a eu lui aussi le soutien de deux grands partis du Bénin. La Renaissance Justement. du Bénin et puis le parti du président de l'Assemblée nationale. Alors, il faut dire que deux options se sont offertes aux Béninois et ils ont tranché. La continuité avec Zinsou, la rupture avec Talon. Alors aujourd'hui, il est clair que les populations béninoises ont dit stop à la continuité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été signalées sous le régime Yahi. Il faut saluer aussi Yahi d'abord. Il faut saluer sa grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit de Yahi Boni? Oui. Alors qu'à l'écouter au cours de la campagne électorale de ces 4 derniers jours, avant l'élection d'hier dimanche, ça n'a pas été facile. Il n'a pas du tout été courtois ni tendre avec quelqu'un qu'on peut qualifier son ennemi aujourd'hui. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment en politique. C'est rien que des intérêts, tout le monde poursuit. Tout à fait. Ouais. Et vous vous rendez compte qu'une élection présidentielle donne lieu à beaucoup de choses, à beaucoup de surprises. Vous êtes surpris des paroles de M. Yahi, mais vous avez oublié que M. Yahi est un homme d'État et à plus forte raison, un politique. Un politique, bien sûr. Mais Théophile, dans l'été, ce qu'on constate, si Patrice Talon est élu aujourd'hui président de la République du Bénin pour remplacer Boni Yahi, est-ce que Boni Yahi ne lui a pas tendu la perche? Qu'est-ce que ça dit? À un moment donné, Patrice Talon a dû fuir le pays pour raison d'empoisonnement ou pour des questions d'empoisonnement. Et Boni Yahi, la dernière fois, au cours d'une rencontre, il avait dit que Patrice Talon a voulu soudoyer ma fille à hauteur d'1 milliard de francs CFA, mon médecin personnel à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour m'empoisonner. Mais quand même,
il a fait table rase de tout cela et a permis à Patrice Talon de revenir au pays. Est-ce que quelque part, c'est pas lui qui a favorisé en fait l'élection de Patrice Talon? Je rejoins un peu tout à l'heure mon confrère. Il défend ce qu'il parlait de la grandeur, de Yahi Boni. C'est vrai, comme tu l'as dit, il a favorisé, mais il a été surpris. Il a favorisé d'abord, il a favorisé pour qu'il vienne, mais en étant sûr qu'il pourrait quand même battre. Il pourrait, avec son parti, avec le Nezissou, battre Patrice Talon. Mais il a été surpris. Je vous assure que même si Yahi Boni n'avait pas favorisé le retour aujourd'hui de Patrice Talon au Bénin, ce qui est sûr, les Béninois, depuis un moment, avaient marre de ce régime et voulaient vraiment de la rupture. Ce qui est sûr, peu importe le candidat qui serait là, ce n'aurait été pas Patrice Talon, il aurait quand même battu Yahi Boni. Il aurait battu plutôt Lionel Zissou. C'est vrai qu'il a tendu la perche, mais il a été surpris. Il a été surpris, mais quand même, la faute, le mignon péché de Boni Yahi serait de positionner un certain Lionel Zissou que les Béninois qualifient de français plus que béninois. Oui, mais aujourd'hui, l'histoire donne raison à ceux-là qui ont dit que Zissou n'a pas vécu au Bénin comme cela se doit. Mais permettez-moi de revenir un tout petit peu sur ce sujet où vous étiez en train de dire que c'est Yahi qui a permis à Talon d'être ce qu'il est. Oui. Yahi n'a pas permis. Ce sont les institutions de la République du Bénin qui ont permis, notamment la justice béninoise, qui s'est servie de l'affaire parce qu'il était question de l'empoisonnement de chefs d'État. Oui. Alors, la justice béninoise a pris en main le dossier et a tranché. A investigué et puis a tranché. Vous savez que dans cette affaire, Yahi a limogé des magistrats. Oui. Mais aujourd'hui, ceux qui ont pris la relève ont dit, mais ce coup-là, il est ficelé de fil blanc. Il n'y a rien à voir dans cette histoire. C'était une machination? C'était une machination. Toutes les investigations qui ont été faites, les résultats ont montré que c'était justement un coup. Je vous ai dit tout à l'heure que Yahi est un homme politique, un homme d'État. Alors, il a vu venir Talon. Il a vu venir Talon, oui. Alors, c'est Talon qui l'avait aidé à venir au pouvoir. Tout à fait. Justement, mais au même moment, il faudrait aussi quand même reconnaître que Yahi Boni, le chef d'État, pouvait aussi emprisonner. Une fois Talon au pays, il pouvait l'emprisonner pour cette histoire d'empoisonnement. Oui, au retour, tout comme ça s'est passé peut-être au Niger, on va en parler bien. Voilà, il ne l'a pas fait. Donc je me dis, il a quand même tendu la perche d'une manière ou d'une autre, il a quand même tendu la perche. Voilà, c'est vrai que les magistrats sont tentés à jouer, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est bien vrai. Mais sans le fait qu'il soit libre, s'il avait plutôt enfermé, je crois que Patrice peut-être ne serait pas aujourd'hui candidat. Donc, voudriez-vous dire, Théo, que parfois l'exécutif peut supplanter le judiciaire? Vous en savez quelque chose, Joachim, il arrive parfois même partout où nous sommes. Dans les pays africains? Mais c'est la belle preuve au Togo que l'exécutif surplante le législatif et le judiciaire. Vous savez, il y a un rapport des droits de l'homme paru en 2013 qui a situé les responsabilités. Des investigations ont été menées et le rapport de l'ONU a montré à suffisance qu'au Togo, l'exécutif influence le judiciaire. Vous en savez, tous ces dossiers, toutes ces affaires qui ont été, surtout qui ont l'allure politique et qui ont été, dont les arrêts ont donné gagnant le pouvoir, quand ceux qui sont accusés saisissent la cour de justice, et la cour déboute l'État togolais chaque fois. Mais dans le cas du Bénin, il faut revenir et relever certaines réalités. Les réalités sont que le peuple béninois et le Bénin possèdent des hommes et femmes de qualité. Vous allez voir comment la société... Vous voulez vous dire qu'au Togo, nous ne sommes pas des hommes et femmes de qualité? Non, j'en viens. Ah d'accord, oui. Vous savez que quand vous prenez des gens comme Albert Tevoidjere, oui, Bruno Amoussou, Nicéphore Sogolo, Émile Delin Zinsou, vous les prenez et quand vous prenez le rôle que joue l'Église catholique dans le temps avec feu le cardinal Bernardin Ganting, après Monseigneur de Souza et aujourd'hui Monseigneur Antoine Gagné, quand vous les prenez et quand vous prenez le rôle que joue la société civile du Bénin,
quand vous prenez le rôle que joue la justice béninoise, vous comprendrez que ça ne peut que marcher. Là, et quand vous avez êtes également... en train de faire un rapprochement entre des hommes forts et des institutions fortes au Bénin. Tout à fait. Mais normalement, en principe, on ne devrait rien qu'avoir des institutions fortes. Oui, mais ces institutions sont incarnées par des hommes. Ils sont animés par des hommes. Tout à fait. Et voilà la différence entre ce qui se passe au Bénin et qui fait que, d'ailleurs, il faut le relever, les hommes politiques béninois sont politiquement civilisés. Regardez l'acte posé par Zinsou Oui. cette nuit. Homme d'État. Un homme Élégant. d'État, vertueux, Oui. ajoutons. Mais Sinon, il a dit, je le cite, les résultats provisoires font apparaître une victoire nette, très nette de Patrice Talon. C'est ce qu'il a déclaré hier au téléphone donc à son challenger qui est Patrice Talon. Et il précise en disant l'écart est significatif. J'ai appelé Patrice Talon ce soir pour le féliciter de sa victoire, lui souhaiter bonne chance et me mettre à sa disposition pour la préparation des dossiers de transition. J'ai eu une conversation cordiale avec lui. Oui, c'est ça la République, comme l'a dit, comme l'a dit mon confrère Ildefonse. Je crois que il faut vraiment saluer également la grandeur de ce monsieur, et Lionel Zinsou. C'est vrai que visiblement il n'était pas très accepté par les Béninois, mais il fallait, étant comment dirais-je, Premier ministre, étant chef de gouvernement, il fallait quand même s'imposer, il fallait quand même faire la part des choses parce que c'est un parti qu'on défend. Voilà, c'est un parti qu'on défend. Est-ce que son péché ne serait-ce pas le fait de vouloir défendre un bilan, le bilan donc de Boni Yayi, dont lui-même il n'est pas quand même l'auteur? Oui, mais c'est normal, la preuve. Non, il est Premier ministre, ça date de quelle période? Non, c'est vrai, vous avez... 9 mois. Tout à fait, 9 mois. Et vous avez vu même lors de leur face-à-face, il était que sur la défensive. Parce que là, il fallait défendre le bilan. Il ne pouvait pas faire autrement. Il aurait pu être là peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Il aurait peut-être un peu changé un peu sa manière de parler. Mais là, il ne pouvait que faire ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu. Et il n'a pas aussi démérité, disons. Et vous l'avez dit, le Bénin vient de démontrer encore sa grandeur, disons, à travers l'appel même émis par Lionel Zinsou en félicitant son adversaire politique à ce second tour. Mais nous ne devons pas non plus oublier également le rôle combien déterminant joué par l'armée dans l'organisation de cette élection. C'est ce que j'ai voulu ajouter. La neutralité de l'armée béninoise. Vous avez vu depuis la campagne, vous avez vu le premier tour. Et hier, ce qui s'est passé, vous allez remarquer une absence de l'armée, contrairement à ce que nous avons vu au Togo en avril, où le Togo était... En avril 2005? Non, mais... Avril dernier? Ah d'accord. Avril dernier, bien sûr. En avril dernier, où le pays, on avait pensé qu'on était dans un état de siège. Vous allez voir un peu positionnés partout les militaires. Nous avons des retours. Ça n'a pas été le cas. Il faut saluer cette neutralité de l'armée béninoise. Oui, mais pas plus tard qu'hier, avant-hier, l'armée a interpellé beaucoup de personnes qui voulaient, dans la zone de Parakou, le fief donc du président sortant, quand il y a tentative de fraude, alors ils interpellent les gens sans parti pris. Voilà. Vous êtes venu quand il faut et juste faire ce qu'il faut, mais pas pour autre chose non plus. Faut pas faire peur aux gens, faut pas être là parce que, comme l'a dit mon cher confrère tout à l'heure, Ildefonse, faut pas. Déjà, vous savez, l'homme en treillis, en grand nombre, fait partout dans la rue, ça fait peur en réalité. Psychologiquement, les gens se disent qu'est-ce qui se passe? Il y a la peur. On reviendra tout à l'heure sur le cas au Congo-Brazzaville. Il y a eu un peu ce qui s'est passé, il y a eu à peu près la même chose tout à l'heure. Vous voyez? Donc, ça stigmatise un peu la population. Mais l'armée béninoise était très discrète dans tout ce qu'elle faisait. Et comme l'a dit Ildefonse, elle était là juste pour intervenir en cas de fraude, et pas plus. C'est ça une armée républicaine. Oui. Et ils ont sécurisé, disons, le vote de tout le monde à travers tout le pays. Et il n'y a pas du tout eu de grabuge ni d'affrontement, un seul. On n'a même pas vu les militaires faire intrusion dans les salles pour aller arracher les urnes. Mais on a vu l'armée, on a vu une armée exemplaire qui s'est mise au service du peuple. C'est ça. Il faut aussi saluer le travail fait par les membres de la Sénat. Oui, les membres de la Sénat, oui. Et vous avez bien suivi également que notre président, le président de la CENI togolaise, M. Tafa Tabou, il était au Bénin en tant qu'observateur
de l'élection observateur électoral au nom de l'Union africaine. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Quand vous avez vu... ça m'a fait très rire quand j'ai vu pourquoi Oui, quand même, c'est quelqu'un qui organise des élections au Togo il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez remarqué ce travail de collégialité qui a été fait par les membres de la Sénat au Bénin? Je parle de collégialité. Je parle de ce que quand le président de la Sénat a un document, le vice-président l'a et tous les membres l'ont. Mais ça n'a pas été le cas. Et ils analysent cas par cas. Ça n'a pas été le cas au Togo. Excusez-moi de le dire. Quand vous avez vu M. Tafa Tabiou ce soir-là sur TVT, retranché dans une salle. C'était le 28 retranché seul. Avril. Est-ce que vous avez vu le président de la Sénat au premier tour donner seul le résultat? Non, ça n'a pas été le cas. Vous avez vu le rôle joué par la Cour constitutionnelle du Bénin à travers M. Théodore Olo, le président. Vous savez, il a été interviewé après avoir rempli son devoir civique. Très fier d'ailleurs. Il disait que, vous savez que j'ai un rôle de neutralité dans tout ce qui se passe. Rôle de neutralité. Vous avez vu le président de la Cour constitutionnelle togolaise, le jour où il a sorti un foulard blanc. Vous savez que c'est des, des critères. Si tel est le cas, êtes-vous en train de vouloir insinuer que, en principe, chaque responsable d'institution, quel que soit celui qui est au pouvoir, le responsable d'institution doit se démarquer du camp ou du bord politique de celui qui est au pouvoir? Est-ce que c'est une institution républicaine? Républicaine. C'est-à-dire, vous êtes au service de tout le monde et vous devez faire valoir votre neutralité. Mais quand même, chacun a aussi une appartenance politique. Que vous ne devez normalement pas en tant que responsable d'une si grande institution de la République. C'est ce que je vous fais comprendre. Donc on ne doit pas exhiber cela? Du tout, pas du tout. Oui. Pas du tout. Mais au Togo aussi, cela ne s'exhibe pas. Cependant, c'est le temps de la réjouissance. Quand vous parliez tout à l'heure du président de la Cour constitutionnelle togolaise, c'est après avoir accompli sa mission qu'il a pu sortir le foulard blanc pour du moins se jubiler avec le président de son parti, on dirait. Oui, mais moi, je ne viendrai même pas au cas du président de la Cour constitutionnelle. Je viens même déjà au président de la CENI. Oui, président de la CENI, par exemple, au Togo. Vous voyez, c'est à peu près le même scénario qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et cela amène toujours des tensions après. Et cela n'amène pas des tensions, ça prépare, ça garde quand même des bombes à retardement. Vous voyez, et ça n'arrange jamais le pays qui peut toutefois, à un moment ou l'autre, être déstabilisé. Est-ce que ça peut créer aussi le manque de confiance entre la population et les Ça crée déjà, institutions? si déjà il y a un tel scénario qui se passe entre le président de la CENI, le vice-président de la CENI, vous voyez un peu l'image. En tout cas, la scène que Francis Pedro et M. Tafa Tabiou ont offerte donc aux populations à la télévision. Je le rejoins quand il parle de collégialité de ces membres-là. Vous voyez, quand le travail est d'abord collégial et quand vous travaillez pour le public, quand il y a la neutralité, tout passe, on parle plutôt de la transparence. Il n'y a pas de fraude, personne n'est inquiet et tout se passe pour... Oui, mais est-ce que cette neutralité s'acquiert ou bien on se l'impose soi-même? On se l'impose. On se l'impose parce qu'il faut se dépasser un peu. Mais dans le contexte togolais, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Mais on l'a dit tout à l'heure ici, qu'il y a les institutions, comme on l'a dit là, les institutions surpassent. Ou bien peut-être l'exécutif supplante tout à parfois voilà, institutions. Voilà, c'est ça. Oui, mais quand même, Ildefonse, la même question à vous. Est-ce que chaque responsable d'institution doit s'imposer la neutralité? Mais je dis que ça fait partie des prérogatives de tous ceux qui occupent ces postes. Oui, peut-être quand toi tu voudras peut-être le faire, on peut te sauter. Te remplacer par quelqu'un qui sera docile. Vous savez que quand nous prenons une institution comme la Cour constitutionnelle, le premier rôle ou bien la mission première de la Cour constitutionnelle, c'est d'essayer de gérer la constitutionnalité de tous les textes. Mais quand vous avez quelqu'un qui est proche, une appartenance, et qu'il n'arrive pas
à dire aux responsables que vous avez violé la loi là, il n'est pas neutre. Oui, mais là, il n'y a rien que Abdou Assouma au Togo n'avait pas fait qui puisse être partie de la lecture des lois. Je vous donne 2 exemples. Le premier. Pas un, mais deux. Le premier. Ouais. En 2010, lorsque les militants et responsables de l'UFC étaient en train de compiler les résultats Au César de Tocoin. à l'État, à leur état-major, mais il s'est fait que on est venu leur retirer leur matériel, Les gendarmes. les gendarmes. Premier exemple. Alors, vous ne pouvez pas dire à un candidat qui prend part À une à une élection de ne pas avoir un centre de compilation. Mais au Bénin, Les c'est fiches- ce que les uns les autres Les ont fait. fiches Oui. de résultats et les procès-verbaux serviront à quoi maintenant? Mais quand C'est vous sur avez des cette base que délégués, lui-même, il comparera également les chiffres qu'il a en sa possession par rapport à ceux publiés officiellement par les institutions. qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit en 2010 quand la gendarmerie a saisi et le matériel et tout ce que les membres de l'UFC avaient à l'époque? Peut-être parce que- les responsables de l'UFC parce à que l'époque justement- ne l'auraient pas saisi. parce Cette Cour que- constitutionnelle. Parce que justement, Ouais. quand il est question de contentieux, il faut que vous vous référiez à ces fiches que vous avez. Mhm. Mais bizarrement, vous les avez retirées. Un. La deuxième chose qui me fait froid au dos, c'est que à la présidentielle d'avril dernier, M. Tafa Tabiou, en lisant ce qui lui a été confié, disait qu'il y avait des erreurs que la CENI n'a pas corrigées et que la Cour constitutionnelle togolaise a repris. Parce que le jour où le président de la Cour constitutionnelle lui aussi donnait les résultats, mais ils ont constaté des erreurs là-dedans. Mais vous savez Et ce qui même s'est le passé? pourcentage attribué aux uns aux autres, Et vous- on l'avait calculé avec les petites calculettes, ça n'avait pas totalisé 100% Tout à fait. à cette époque. Alors que au Bénin, le président Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a fait une option. 13 000 délégués de la Cour constitutionnelle répartis à raison de 2 par Par salle de bureau vote. de vote. Alors, vous voyez que déjà, Or, on a 12 000 bureaux de vote. on sent que les gars là, ils n'ont pas une idée de vol derrière. Oui, puisque là-bas, est-ce que ce n'est pas parce que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats provisoires et définitifs, d'où cette obligation à elle de disposer des gens dans les bureaux de vote afin de recueillir les procès-verbaux et les compiler elle-même. C'est pas parce que c'est... Or, au Togo, on n'est pas dans le même schéma. Non mais la Sénat, Oui, elle oui. n'est pas indépendante. Mais la CENI, Oui. entre guillemets, dit qu'elle est indépendante. Mais cette indépendance de la CENI au Togo est devenue une dépendance. Parce qu'on ne peut pas comprendre, et moi je conteste jusqu'aujourd'hui, les résultats qui ont été donnés la dernière fois par la CENI, parce que les résultats n'ont pas été du tout corrigés. Je suis... Donc, Excusez-moi. non, en fait, Tafa Tabiou et tous ceux qui étaient restés à la CENI ont transmis le tout à la Cour constitutionnelle afin de pouvoir maintenant corriger les erreurs là où il y a des erreurs. Est-ce que les erreurs, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, est-ce que ces erreurs ont été corrigées? C'est la grande question. Oui, mais est-ce que nous aussi au Togo, on doit forcément aller donc au niveau de la mise en place d'une équipe de la Cour constitutionnelle pour observer dans tous les bureaux de vote à travers le pays? Et a priori, Mais des gens oui. purement neutres. Oui, bien sûr, Joachim. Moi, je me dis, a priori, il faut quand même faire exprès, même si on ne s'y connaît pas, voler un peu du bien de ce qui est d'ailleurs, pour pouvoir faire sien, pour pouvoir améliorer ce qu'on fait et pour pouvoir être aussi à la hauteur comme les autres. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai, il faudrait en arriver là. Et il faudrait qu'aujourd'hui, le Togo fasse un dépassement. Les autorités fassent un dépassement pour pouvoir instituer tout cela, afin qu'on puisse également parler d'une vraie démocratie au Togo. Je ne dis pas qu'il y aura démocratie, mais je parle de vraie démocratie, vraie entre guillemets, si vous voulez, pour pouvoir arriver là. Et tout cela peut rassurer les lecteurs? Oui, mais il faudrait quand même montrer qu'on a la volonté d'une transparence dans tout ce qu'on pose comme pas, et le gars et l'électeur
se aussi rassurer, de pouvoir aussi être sûr d'avoir les résultats escomptés. Oui, mais l'autre chose aussi qui a milité, on dirait, beaucoup d'observateurs de cette élection au Bénin, c'est que il n'y a pas une si grande différence entre, distance autant pour moi, entre le bureau de vote et le centre où on dépose les résultats pour la compilation au niveau des arrondissements, comme il appelle là-bas. C'est vrai. Ça, c'est une bonne remarque. Mais au Togo, M. Atanti disait la dernière fois que vous pouvez remarquer 70 km entre un bureau de vote et là où on doit déposer les résultats pour compilation. Oui, mais M. Atanti est bien placé pour nous renseigner parce qu'il est membre de la CENI. Membre de la CENI. Oui. Maintenant, revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est possible au Togo? Oui. Vous savez que la Cour constitutionnelle dispose également des membres dans les bureaux de vote pour compilation des résultats? Ça pourrait être possible si les gens n'ont pas des idées arrêtées. Mais le problème togolais n'est pas tellement au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais le problème togolais est beaucoup plus au niveau de l'armée togolaise. Vous savez? Armée? Vous savez que depuis le 13 janvier 1963, tout exercice du pouvoir d'État au Togo se fait par procuration de l'armée togolaise. Juste un exemple. Par procuration, là, non. Sinon, il n'y a jamais eu de document écrit où l'armée n'a jamais dit, alors faites ci, sinon, ceci, cela. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi parfois on arrête des gens, des hauts gradés de l'armée pour tentative de déstabilisation des institutions de la République? Vous savez, oui. je ne vais pas remonter dans l'histoire. Pour parler de ce que, entre guillemets, feu le général Eyadema avait qualifié d'incontrôlé dans l'armée togolaise. Mais je voudrais juste relever un exemple. Le 5 février, le spectacle de Passe à Passe. 2005. Vous savez que la loi fondamentale togolaise, en ses dispositions, en son article 65, demande que la vacance du pouvoir, une fois constatée par la Cour constitutionnelle, et une fois que le peuple soit mis au courant de ce qui s'est passé, que l'article 65 soit respecté. Autrement dit que le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir. Mais est-ce que ça a été le cas? Et organise une nouvelle élection dans les 60 jours qui suivent. Est-ce que ça a été le cas? Le 5 février. Le 5 février, beaucoup de choses se sont passées. Mais ça a pu être corrigé avec, disons, vers le 28 février vous avez 2005. Vous avez vu ce qui s'est passé le 26 avril 2005, où tout le Togo était en ébullition. À cause de l'élection de la présidentielle du 24 avril 2005. Oui, vous avez vu tout ça. Maintenant, venons-en. À ce qui se cache derrière, cette phrase fétiche du chef de l'État. C'est une minorité qui profite des biens du pays. Oui, mais quand même, l'autre aspect aussi au Bénin, on l'a constaté, c'est clair et c'est net, Théophile. Chaque candidat, que ce soit au premier tour et maintenant le second tour, les choses ont été plus rapides. Chaque candidat avait aussi des représentants fiables, dignes de confiance, qui avaient aussi joué le rôle qui était les siens ou bien les leurs. On dit que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Non, au départ, Sébastien Javon avait quand même ses représentants dans les bureaux de vote qui ont compilé tous les résultats. Je me rappelle même qu'il y avait 33. Bien sûr, il y avait même lors du premier tour, il y avait également un site qui a parlé comment dirais-je, et donc d'un agent, d'un membre du parti de Sébastien Javon qui avait des yeux en main, qui avait une main tout à fait bourrée avec l'un de son candidat qui a été arrêté par l'armée. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun défendait son parti. Chacun voulait apporter un plus. Mais là, c'est un cas de fraude. C'est pour vous dire que dans le second tour, chacun a contribué à ce que chacun puisse vraiment être vigilant, à pouvoir voir vraiment ce qui se passe et à dire exactement ce qui se passe. Autrement dit, au Togo, l'opposition parfois nous dit qu'elle a aussi des représentants dans les partis, mais au final, sinon, moi-même, j'étais ici, j'avais reçu M. Kampatib, Dr François Kampatib, qui nous avait dit qu'ils avaient des représentants dans des bureaux de vote dans le Grand Nord, dans la zone de Tapaon, mais à un moment donné,
leurs représentants avaient été, on dirait, achetés ou bien soudoyés par de l'argent. C'est lui-même qui avait dit ça, ici, sur cette antenne. Vous savez que c'est des choses qui se passent au Togo. Et, excusez-moi, ça tente à rentrer dans le vécu quotidien des hommes politiques, surtout de ceux qui dirigent ce pays. Et cela leur sert de leçon, vous savez d'année en année. Mais puisque ça se reproduit chaque fois, mais ce qui me Mais dérange... au Bénin, pourquoi cela ne s'est pas reproduit au Bénin? C'est ce que j'ai voulu dire. Ce qui me dérange, c'est que ces mêmes messieurs qui sont devenus des manipulateurs, c'est eux qui viennent sur vos antennes ici pour nous parler de civisme. Est-ce que le civisme recommande à ce qu'on achète la conscience ou qu'on achète le vote d'un candidat? Vous savez, j'ai entendu 2 responsables de la société civile du Bénin. Oui. Oui, monsieur Elias Jean-Baptiste de Founac et puis monsieur Martin Arsoba qui ont dit, peuple béninois, allez voter. Votez avec votre conscience. Vous savez, ça n'a jamais été le cas au Togo. Les gens ne votent pas avec leur conscience? Et vous, donc ça veut dire vous ne votez pas avec votre conscience? Non, pas tout le monde. Vous avez dit, là, il fallait vous avez dit tout à l'heure, que vous avez reçu Dr Kampatib qui a dit que 3 points de suspension. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que les acteurs de la société civile du Bénin ont appelé le peuple à voter avec leur conscience. Nous allons devoir marquer la pause et après, on revient à 8h pour parler de l'élection au Niger. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et nos 2 invités, Théophile Adam L'été et Ildefonse Akwaki, qui sont avec nous. Mais rapidement, Théophile Adam L'été, doit-on dire que la France a été honnie par les Béninois? Puisque beaucoup voyaient déjà derrière la candidature de Lionel Zinsou, la France-Afrique ou la main de la France. Moi, je dirais pas oui que la France a été honnie par les Béninois, mais je dirais que les Béninois voulaient le Bénin pour les Béninois voulaient le Bénin pour les Béninois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Lionel Zinsou est quand même 50% français. C'est vrai qu'il est béninois, mais c'est quand même 50% français à la base. Il est de mère française et de père béninois. Et voilà, c'était juste une leçon pour dire, nous décidons de ce que nous voulons dans notre pays et non de qui que ce soit. Voilà. Donc, mais quand même, la France-Afrique a perdu la face ici. Vous savez que Talon aussi s'est naturalisé. Il est 50% français, 50% béninois. Mais je crois également que lui, il est né au Bénin, il a grandi au Bénin, il a fait tout au Bénin presque. Je suis tout à fait d'accord que c'est la voix du peuple béninois qui a porté et qui a fait que le Bénin est resté le Bénin et indivisible. Mais quand même, Boni Yayi, qui considère Patrice Talon comme son ennemi, il va lui passer le drapeau le 6 avril. Il est obligé. Il est obligé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé. Alors... Non, il peut toutefois décliner et que la Cour constitutionnelle s'en occupe, peut-être. Il va vouloir rêver faire autre chose, mais il va passer le témoin. Forcément. C'est ce qu'il est. Mais au Congo, Brazzaville, l'élection, nous n'avons pas eu assez d'infos toute la journée d'hier parce que téléphone coupé, Internet coupé, les téléphones mobiles, tout est coupé. Le pays était presque en autarcie hier. Une africanité? Vous savez que, à part l'incongruité de Monsieur Sassou Nguesso, c'est lui. Et ce qui s'est passé au Niger, dans les 2 pays-là, hier... Niger et Congo. Le Niger et le Congo, on a le symbole d'une Afrique qui marche à reculons. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour une élection où on doit choisir quelqu'un qui doit présider à la destinée d'un État, au nom d'une certaine sécurité, c'est ce qu'ils ont évoqué dans le communiqué. C'est le fallacieux argument qui a été donné, qu'on coupe le pays du reste du monde. Et c'est ce que je dis d'habitude, c'est parce que on a une idée derrière la tête, une idée noire. Sinon, qu'est-ce que ça donnera si... Au Bénin, par exemple, tout était libre, tout était free. Oui, mais est-ce que le Congo-Brazza est dans un autre continent? Et non, c'est sur le continent africain. Le Congo-Brazza est sur une autre planète?
C'est la grande question. Parce qu'au Mais même pour moment... des questions de sécurité, de l'élection ou du vote... Puisque au même moment où le fallacieux prétexte de sécurité a été avancé, mais au Bénin, c'était le contraire. Est-ce que le Bénin ne dispose pas de... D'ailleurs, le Bénin a même été attaqué avant-veille. Justement. Mais ils ont quand même ouvert toutes les communications. Mais est-ce à dire quand même que Denis Sassou Nguesso, qui veut coûte que coûte briguer un 3e mandat de 7 ans, il a quelque chose derrière la tête? Oui, il a forcément quelque chose derrière la tête. Et comme tu l'as dit, il veut coûte que coûte briguer un autre mandat. Et il veut se maintenir au pouvoir, comme on le dit souvent. L'Afrique, c'est devenu une tradition pour nos chefs d'État africains, malheureusement. Et c'est dommage qu'il y ait eu tellement d'anomalies dans ce pays. Moi, j'étais même un peu déçu d'avoir vu un candidat du nom de Guy Brice Parfait Kolela qui disait que lorsqu'il allait voter, il a même retrouvé son nom 2 fois sur la liste électorale. Tout à fait. Déjà, un numéro 72, un numéro 73. Vous voyez un peu toutes ces anomalies-là. Ça prouve que le travail de fond, en réalité, reste à désirer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment dommage. Il y avait même... Oui, mais quand le vote a pris fin et puis les électeurs voulaient revenir pour essayer d'assister au décomptage des voix ou au comptage des voix, alors c'est les gaz qui ont plu. Bien sûr, parce qu'il y avait un coup de feu à la base, depuis, je crois que samedi. Donc déjà, il y avait cette, comment dirais-je, je parlais d'une certaine peur entre-temps, voilà, qui avait dominé les Congolais, mais tout à fait dévoués. Ils étaient renvoyés par les militaires. C'est ce qu'on disait un peu, la neutralité de l'armée. L'armée républicaine n'agit pas comme ça. L'armée républicaine ne chasse pas les électeurs quand on fait le décomptage. Dans quel pays, dites-moi, vous connaissez Joachim, et que lorsqu'on fait le décomptage, mais c'est toujours à fenêtre et porte ouverte, à ce que je sache. Oui. Mais au Bénin, c'était même sous les arbres quand que les gens votaient, on a fait le dépouillement. Voilà, c'est ça. Quand vous voyez ces genres d'actions, dites-vous qu'il y a forcément quelque chose derrière. On veut encore s'accaparer du pouvoir. Mais forcément. il veut maintenant s'imposer. En tout cas, il va se proclamer très bientôt, ou les institutions vont le proclamer, déclarer gagnant, peut-être au premier tour de cette élection. Oui, mais vous savez qu'avant qu'on en arrive, Sassou Nguesso avait été secoué par sa population. Et il savait très bien qu'il ne passera pas quand les élections seront organisées. Mais pourra-t-il alors avoir l'élégance de pouvoir admettre au moins un 2e tour? Vous savez, ou bien ça lui sera difficile. Il a parlé du chaos. Oui. Et Mamadou ici, il faut en a parlé aussi, mais quand même. Et écoutez bien, les gens de la trempe de Sassou Nguesso, c'est des gens qui tiennent l'Afrique. C'est des gens des réseaux mafieux. C'est des gens des missions barbouzes. Je dis que c'est eux qui tiennent l'Afrique. Moi, j'ai été très éberlué que la France se taise sur les conneries de Sassou Nguesso, alors que à la dernière réunion de l'OIF, François Hollande avait dit... Voilà, avait été très ferme. Il avait été très ferme. Moi, je me rappelle quelques-unes de ses phrases où il disait que... il avait même dit partout la jeunesse. Oui, mais je le cite. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Fin de citation. C'était le 29 novembre 2014. À Dakar. C'est des phrases flatteuses. Aujourd'hui, ce que Sassou Nguesso, vous vous rappelez qu'il y avait même eu un micmac entre François Hollande et le même Sassou Nguesso quant au positionnement pour le référendum, mais François Hollande est revenu sur sa parole et plus rapidement. Et c'est là où il faut dire que les peuples africains doivent se réveiller. Parce que ce qui se passe, il ne faudrait plus que quelque part dans le monde que le sort des populations africaines soit scellé. Le Bénin, disons-le, a compris. A compris. Il faut que et c'est devenu un exemple, une leçon de démocratie à travers le monde aujourd'hui. Mais au niveau du Niger, j'écoutais ce matin Radio France Internationale qui qualifiait l'élection qui a eu lieu là-bas d'atypique.
Et pour ne pas dire qui est sorti de son cadre normal. Et comme on dit, encore pas comme les autres. Voilà. Et l'opposant ou bien le challenger est en prison. Jusqu'à un moment donné, il est évacué. Et vous-même, vous seul, vous battez campagne pour maintenant dire que l'élection est juste, crédible et transparente. Je ne sais pas s'il faut dire que les Africains n'ont plus honte ou bien n'ont pas honte. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi parce qu'en réalité, c'est comme simplement si ce deuxième tour, il était juste le seul candidat. Voilà. Et il n'y avait plus personne d'autre. Et là, c'est comme les années où c'était le parti unique, seul vous êtes là et les populations vous votent. Voilà, tout à fait. Quelque chose de ce genre. Ce que je n'ai pas compris dans le cas du Niger, comment la Cour constitutionnelle s'était prise pour valider la candidature de quelqu'un qui est en prison. Moi, je ne comprends pas. Comment a-t-on pu laisser que cette personne-là ne batte pas campagne, c'est-à-dire se présenter devant les populations pour dire que moi, c'est ce que je vous propose. Mais il n'y a pas eu ça. Et contre toute attente, il sort au deuxième tour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la position de ce candidat. C'est-à-dire qu'il est sorti pour le deuxième tour et on le transporte. Toujours maintenir encore en prison avant d'être évacué en France. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends en quoi pas. cela vous surprend? Et surprend, pardon. Parce que nous sommes africains. On est en Afrique. Hein? On est en Afrique, donc les bizarreries doivent continuer. Pas les du tout, incongruités doivent continuer. Il faut que ça s'arrête un jour en Afrique. Mais la justice ne pouvait pas s'aligner derrière la position de la Cour constitutionnelle. Vous savez que... Sinon, c'est une affaire de trafic de bébés présumés ou d'enfants présumés. Mais quand même, les autres qui avaient été arrêtés ont tous été libérés dans cette affaire. Je me dis, pour ce qui me concerne, que si jusque-là, il a été admis et qu'il a foulé le sol du Niger et que les investigations qui ont débuté quand il était en exil et qui continuent quand il est retourné, mais si ces investigations prouvent à suffisance que ce monsieur s'est mêlé de l'affaire-là, il faudrait que la justice se prononce. Organise le procès. Voilà. Mais cela n'a même pas été fait. C'est ce que je ne comprends pas. Peut-être le dossier serait vide, comme on le dit ailleurs. Nous allons prendre Monsieur Combaté. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour les deux invités. Bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à l'arrogance démocratique que vient d'offrir Lionel Zinsou à l'égard de Talon au Bénin. La deuxième chose, il faut saluer également l'honneur que les Béninois viennent de laver et la dignité, non seulement pour la nation béninoise, mais pour la sous-région en Afrique. La troisième chose, c'était juste pour dire que non, les Béninois ne sont pas des moutons, tout comme cela a l'habitude de se passer dans les autres pays. Les Béninois se sont dit que non, nous ne voulons pas le candidat de la France que François Hollande a mis dans une valise comme un caillou et les envoyer. C'est le retour à l'envoyeur qui vient d'effectuer. Concernant le Bénin, le Niger, je voudrais dire ceci, la victoire de Mamadou Issifou qui se profile à l'horizon, moi j'aimerais tout simplement dire que non, c'est une victoire amère. Une victoire amère. Ça serait une victoire amère pour lui. Parlant de la République du Congo, vous-même vous le savez que Denis Sassou Nguesso est venu dans les années 80 par coup d'État militaire. Et en 91, après le multipartisme, il n'a pas du tout accepté d'être candidat aux élections présidentielles. Il s'est signé un contrat avec Pascal Lissouba. Oui. Et vous êtes très long puisque d'autres attendent également. Oui, allez-y rapidement. Donc, en résumé, je voudrais saluer tout simplement la détermination de la population béninoise. Merci beaucoup, Combaté. Un coup de chapeau aux Béninois. Voilà. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui. Michel Pati, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser une question à vous deux là. Certes, nous déplorons le cas du Congo et
Niger, ils ont réellement franchi le Rubicon. Mais est-ce que, comparant ces deux pays, leur façon d'organiser les élections, lorsque nous les comparons avec notre pays, est-ce que nous ne sommes pas mieux qu'eux en matière de démocratie? C'est ça ma question. D'accord. Et le dernier intervenant, on va le prendre. Il s'agit donc de Gervagos. Bonjour, Bonjour. je salue les invités. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le peuple africain qui a des problèmes ou bien les dirigeants des institutions, les présidents de la Cour constitutionnelle, les militaires qui ont des problèmes? Je voudrais savoir ça. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà. Et Théophile, vous avez eu à écouter tout à l'heure Gervagos qui dit, est-ce que ce ne sont pas les dirigeants qui ont des problèmes ou bien ce sont les Africains qui ont des problèmes? Bonne question. Ben, est-ce qu'il faut dire que ce sont les Africains qui ont des problèmes? Non, ce sont les dirigeants qui ont des problèmes. Les dirigeants sont avant tout africains, avant des dirigeants. Donc ce sont les dirigeants qui ont des problèmes. Ils visent que leurs intérêts. Ils ne pensent pas réellement au peuple. Et quand vous pensez au peuple, là on parle de comment on l'a dit, et comment dirais-je, quand on pense vraiment au peuple, là c'est l'intérêt général tout qui à doit fait prévaloir. l'intérêt général qui va prévaloir, et surtout pour la population. C'est très important. On parle de la République. Vous verrez tout à l'heure si M. Patrice Talon, élu depuis hier, veut vraiment travailler pour la République, il oubliera d'abord ce qu'il est. L'intérêt qu'il a pour avec toutes ces... Il va se mettre au service donc, de de la la population. nation, c'est très important. Oui. Donc, c'est pas que c'est les Africains qui sont pas trucs, mais c'est plutôt les dirigeants eux-mêmes. Ce sont les dirigeants? Je ne partage pas tellement l'avis de Théophile, mais je dis plutôt que ce sont les peuples africains qui ont des problèmes. Vous avez vu, au Burkina Faso, quand le peuple s'est soulevé, on a mis Blaise Compaoré dans la poubelle de l'histoire. Vous avez vu le Bénin, quand le Bénin a dit « je ne veux pas de Zinsou » parce qu'il a les ramifications avec la France. Quand le peuple s'est soulevé, aujourd'hui... Les résultats sont là. Le 6 avril, on ne parlera plus de Yahi Boni, mais on parlera par contre de l'homme d'affaires Patrice Talon de 57 ans. Moi, je me dis que c'est le peuple. Quand le peuple veut, il réussit toujours. Mais, nuançons un tout petit peu. Le mal africain vient pour la plupart des dirigeants africains qui se veulent des pouvoirs à vie. Et pour ça, on fait tout. On fait tout. Oui, mais nous attendons de voir. Patrice Talon a promis faire un seul mandat. Quand il va prendre goût au pouvoir, les tests constitutionnels prévoient 2 fois 5 ans. Est-ce qu'il ne va pas revenir sur ses propos de campagne d'aujourd'hui? Il dira au nom de la République que voilà. Mais il a quand même confirmé dans un contrat avec les autres partis qui sont alignés derrière lui. Il n'est pas le seul président à pouvoir dire que quelque chose n'est pas le respecter. Ah bon? Vous savez que... mais là, ça créera des situations conflictuelles. Non, c'est ce que je dis. Oui. Tout dépend de la détermination du peuple. Oui. Quand il prend langue avec le peuple, et qu'au moment opportun... C'est sous forme de serment. Et au moment où il doit s'exécuter, il ne le fait pas. Il revient au peuple de dire, mais écoutez, ce que vous avez dit là, c'est le contraire que vous voulez faire, les dégager. Oui, mais justement, dans les urnes. Il faut que la détermination des peuples africains soit... Pour changer les donnes. Surtout dans les urnes. Vous avez également vu Yahi Boni, et on a dit dans ce pays, au Bénin, pardon, que le peuple, le peuple voulait encore qu'il revienne pour un second mandat. Yahi Boni qui disait que non, il ne voulait pas aller, mais il est revenu pour un second mandat, dit que c'est ce que le peuple voulait, voilà, par l'Assemblée nationale également. Et il a été soutenu en ce temps-là par Patrice Talon, qui aujourd'hui son challenger, donc, son remplaçant. Si aujourd'hui cette coalition au pouvoir, et avec le législatif et tout, est à majorité, ils diront également qu'ils voudraient également que le candidat revienne. Donc c'est possible que ce qu'il a dit aujourd'hui ne soit pas également soutenu demain. Voilà, mais quand même, M. Maglo, lui, il disait le Niger, le Congo, mais ils ont franchi le Rubicon. Cependant, le Togo n'est-il pas mieux que ces deux pays? En matière de démocratie. Oui, Théo. Vraiment. Je dirais question embarrassante? Embarrassante. Non. Embarrassante. Écoutez, la démocratie n'est pas ce qu'on a au Togo. Nous sommes encore en apprentissage de démocratie au Togo. Vous voyez?
Et n'eût été peut-être ce qui se passe, surtout au Niger aujourd'hui, on ne dira pas ça, on ne dira pas que le Togo est mieux que le Niger en matière de démocratie. On ne le dira pas. N'eût été ce qui se passe aujourd'hui. Je suis pas Togo, d'accord. bon Non, exemple. Non, je suis pas d'accord. Mieux Ils sont, que dans le, Congo. ils sont dans le même bateau. Ils sont dans le même bateau. Je suis désolé Bon. de le dire. Vous savez, juste, nous voulons des élections. Le chef de file de l'opposition qui est reçu par le ministre en charge, hein, et qui essaie de faire des démonstrations, eh bien, donnez-moi le document sur lequel vous vous basez pour m'expliquer un peu comment les choses se passeront. Mais jusqu'aujourd'hui, Il on n'a n'a pas eu le copie. document. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore qu'on a une idée derrière la tête. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non. Je suis désolé. D'accord, merci. Sinon, combattre lui n'a fait que complimenter les Béninois en disant qu'ils ne sont pas des moutons comme sous d'autres cieux. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Théophile Adante, merci. Merci à vous, Joachim. Voilà, Ildefonse Akwaki, merci. Merci, Joachim. Je rappelle bien sûr que Ildefonse Akwaki est donc le premier responsable du journal en ligne, la Gazette du Togo.com, et Théophile Adante était de la rédaction de 8 FM, chargé donc des questions internationales. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous également qui nous avez prêté votre oreille attentive. Excellente journée et excellente semaine à toutes et à tous.